Salut à tous, ce sera donc l'Europa League Conférence et son tour de barrage pour l'OGC Nice qui entame dans le même temps sa révolution dans ce Gym Tonic spécial bilan. Nous reviendrons bien sûr sur les toutes dernières informations sur ce qui se trame dans les coulisses du club et pour m'accompagner, nos trois experts du gym, Vincent Menichini. Salut Vincent. Salut à tous. William Imbercier, salut Will. Salut Mika, salut à tous. Et le retour de la légende, Philippe Kant. Salut Philippe. Salut. Dans cette émission, nous évoquerons donc le départ quasi acté de Julien Fournier, les interrogations autour de Christophe Galtier. Nous vous dirons tout aussi sur cette C4 que Nice n'est pas encore assuré de jouer et nous attribuerons les bons et les mauvais points du côté des joueurs. Mais avant cela, messieurs, petit retour sur ce match contre Reims, le dernier de la saison, où encore une fois, Vincent, on a vécu des montagnes russes. C'est le match qui ressemble tellement à la saison de Nice, une première mi-temps catastrophique dans le contenu. On n'a strictement rien vu sur la pelouse d'Auguste Delon, j'y étais, et c'était quand même assez affligeant de voir, de ne rien voir. Et encore une fois, c'est Andy Delors avec un triplé venu de nulle part, il touche pas un ballon jusqu'à la 72e, il y a ce premier but, le deuxième, le troisième qui change la phase un petit peu de ce dernier match. Mais oui, il y a plein de choses dans ce match-là. Il y a également la passe décisive de Bilal Brahimi qui a tellement regroupé de critiques lors de cette deuxième partie de saison. Il y a ce triplé de Delors qui est l'homme de Galtier. Et il y a aussi cette percée de Thuram qui est également l'un des grands bonhommes de la saison. Donc voilà, c'est un match qui ressemble tellement à la saison de Nice. Alors on va voir le classement définitif de cette Ligue 1, cette saison 2021-2022, avec donc Nice qui finit à la 5e place, juste derrière Rennes. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, William, cette qualification pour les phases de poule de l'Europa League à quelques secondes près, en fait. Quelques secondes près, un point près. On en reparlera. On en reparlera, ouais, c'est... Après, franchement, sur l'ensemble de la saison, quand je regarde les équipes qui finissent devant, c'est mérité. Que ce soit Rennes, que ce soit même l'OM, que ce soit Monaco, c'est toutes des équipes qui ont été sur l'ensemble de la saison plus régulières que l'OGC Nice. Donc finalement, l'OGC Nice est à sa place. C'est ça, Philippe, l'OGC Nice est vraiment à sa place pour toi aujourd'hui ? Oui, je pense aussi, oui. Oui, 5e, voilà, finaliste 5e. On pourra avoir peut-être des regrets. On va en parler justement de cette saison, réussie ou pas. C'est le pour-contre de cette semaine. Est-ce que l'OGC Nice a réussi sa saison ? Vincent, toi, tu dis oui. Oui, c'est une saison tout à fait honorable. Il faut se rappeler d'où vient le club. La saison dernière qui avait été très compliquée, 9e, un changement de coach. Adrien Ursac avait pris la relève de Patrick Vieira. Donc voilà, pour la première saison de Christophe Galtier, même si on attend davantage sur le plan du jeu, on ne s'est pas toujours emballé au stade, mais il y a quand même eu des retournements de situation. Il y a cette finale de Coupe de France qui est quand même un événement à l'échelle niçoise. Ça faisait des années que le club attendait ça. Malheureusement, ça s'est très mal passé. Et si on analyse froidement le classement, l'OGC Nice finit 4e. Malheureusement, il y a ce point qui est retiré, mais les joueurs, eux, ils finissent 4e. Donc c'est une saison... si on analyse ça voilà, avec un peu de recul, c'est une saison réussie pour le club. Ce qui gâche tout, à mes yeux, c'est cette finale de Coupe de France perdue face à une très faible équipe de Nantes. Très faible, je m'entends, c'était pas le PSG, c'était pas Marseille en face. Et surtout, Nice a été complètement transparent ce soir-là. Donc si on met ça de côté, pour moi, c'est une saison réussie, c'est le retour de Nice en Coupe d'Europe. Will, est-ce qu'on doit laisser ça de côté ? Est-ce qu'on doit laisser cette finale de Coupe de France perdue de côté pour qualifier la saison de l'OGC Nice ? Mais non, c'est impossible, elle fait partie de la saison en fait. Autant c'était un bonheur d'arriver à cette finale, et autant c'est une frustration immense de ne l'avoir jamais joué, d'être passé complètement à côté. Donc quand je regarde l'effectif qui est selon moi le meilleur, le plus complet depuis 10 ans, le coach champion de France en titre, 2e à la trêve, finale de Coupe de France, et au final on finit 5e avec une Europa League conférence. La frustration, je pense qu'au final, c'est pas vraiment... on peut pas dire qu'on est satisfait de cette saison quand on voit comment il y avait les arguments pour faire bien mieux, et puis surtout comment elle finit au niveau interne, au niveau ambiance. C'est, je trouve, désolant. Ouais, un peu en eau de boudin cette fin de saison peut-être, Philippe, non ? Ouais, après c'est super dur de dire elle est ratée ou elle est réussie. Moi qui aime bien être dans un camp ou dans un autre, là je suis un peu partagé, quoi, parce que franchement il y a eu des bonnes choses.
Il y a un sentiment de frustration. C'est difficile de tout jeter. C'est difficile de se pâmer devant ce qui s'est passé. Je suis vraiment au milieu, quoi. Mais elle laisse un vrai goût d'inachevé, en fait, surtout. Puis même, comme dit Will, avec tout ce qui se passe en interne, cette finale perdue il y a quelques semaines, elle finit pas très bien. On voit bien qu'à Reims, c'est un match assez dingue. Et le parquage niçois, il n'est pas plein, alors que c'était le cas des Strasbourgeois à Marseille. On a vu les Monégasques, combien ils étaient à Lens. On sent qu'il y a eu une cassure après la finale de la Coupe de France. Elle est due à quoi, cette cassure, Will ? Elle est due à ce sentiment que le club n'a pas joué, enfin que l'équipe n'a pas joué cette finale. C'est surtout ça. Tout vient de la finale pour toi ? Énormément de crispation et on ressurgit sur cette finale en fait. Ouais. C'est autant ça faisait 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois que l'équipe n'avançait plus, qu'il n'y avait plus de résultats, mais restait encore cette satisfaction d'être en finale, d'avoir réalisé un superbe parcours, l'élimination du PSG, de l'OM. Donc il y avait cet élan et puis cette pensée que ça allait finir par une finale gagnée, un titre à 25 ans après. Et au final voilà. Il y a 25 000 Niçois qui ont payé leur déplacement, qui ont payé leur place, qui vont sur Paris et qui assistent à un non-match. Donc forcément, avec en plus des... Galtier qui fait des choix, comme il dit, Gouiri qui devait plus jouer à gauche, qui rejoue à gauche, Dolberg qui devait plus jouer avec Delors, qui sont encore associés avec Delors. Il y avait tout un tas de choses qui ont fait que cette finale, elle a suscité tout un lot de crispation et que derrière... tout part à volo. Tout part à volo, ouais. On ouvrira tout à l'heure le dossier Christophe Galtier, Philippe, mais Vincent disait tout à l'heure, il y a ce point en moins qui fait que l'OGC Nice a fini 4e au niveau, en tous les cas les joueurs ont fini 4e. Est-ce que c'est pas une bonne excuse de se retrancher derrière ce point en moins, parce que Christophe Galtier l'a fait aussi en conférence de presse? Non, moi je trouve pas du tout que ça soit une excuse, c'est juste un constat quoi. C'est un point qui leur manque. Donc non, moi je trouve que c'est pas une excuse, c'est un raté de bon, on va pas revenir sur les faits, mais on les connaît. Donc c'est vraiment le point noir de la fin de saison. C'est un point qui manque. Oui, mais pourtant il y a eu les matchs. Les joueurs se sont ratés contre Metz. Mais ça c'est de la fiction en fait. Oui, non, si tu gagnes, tu peux toujours sur une saison dire si on avait gagné tel ou tel match, on serait à telle ou telle place. Sauf que là, comme dit Philippe, c'est la réalité. Le point il l'avait. Mais le point, voilà, il existe en fait. C'est pour ça que Nice doit finir 4e. Et si Nice finit 4e, c'est une saison, on ne parle pas des 3 points virtuels contre Marseille en plus. Voilà, ça c'est de la fiction également, parce qu'il restait un quart d'heure et on aurait pu dire sur un quart d'heure dans le foot il peut se passer plein de choses. Enlevé par la Ligue. Après Galtier, évidemment que lui, il se protège un petit peu en disant ça. D'ailleurs, c'est aussi sa com souvent à Galtier de se protéger. Mais est-ce qu'on va lui reprocher sa com? C'est le jeu aujourd'hui, ils sont tous un petit peu dans ce rôle-là, les coachs. Sampaoli le fait également. Je ne connais pas beaucoup de coachs qui ne se servent pas des conférences de presse pour faire passer les messages. Oui, ce point en moins, il reste en travers de la gorge. Au final, pour quelques supporters qui se sont un peu trop excités. Clairement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est un fait extra-sportif presque, qui en fait te complique un résultat sportif. Donc c'est la frustration pour les matchs qu'ils ont ratés contre Metz, Clermont. Il faut pas oublier qu'on a renversé Lyon en 10 minutes, que tu as ramené un point du parc. Voilà, il y a plein de matchs où peut-être tu n'aurais pas dû gagner. À Rennes, où Rennes te balade et tu gagnes 2-1. Oui, c'est l'histoire d'une saison. Voilà, c'est l'histoire d'une saison. Mais c'est sportif. Voilà. C'est le foot. Et là, c'est vraiment le point retiré extra-sportivement qui te coûte sportivement. Donc je pense que vraiment ce point il compte. Après, pour la communication de Galtier, je suis pas fan. Mais d'ailleurs, Galtier, lui, ça fait 9 mois et il a dit dès la fin du match à Reims qu'il le rumine ce point. Oui. Et lui, il considère en plus que le club n'a pas tout fait. Il aurait fallu faire appel pour... Lui, en tout cas, il a le sentiment que voilà, le club s'est rapidement couché. C'est d'ailleurs rapidement Ineos qui met fin à ce débat avec un communiqué en acceptant la sanction, etc. Couché pourquoi? Par peur de sanctions supérieures? J'en sais rien, ça je suis pas dans les discussions internes, mais lui il a eu ce sentiment-là. Ça sera une question à poser à Jean-Pierre River si... Ouais, et puis j'ai l'impression que c'est un peu la direction donnée par Ineos. On fait pas de vagues, on calme tout. Donc c'était le cas pour Marseille où on n'a pas fait appel. C'était en début de saison, donc il y avait encore temps de rattraper les points. C'est le cas pour Salah, qui était une sombre histoire. Mais bon, ce coup de 15 000 t-shirts distribués, tout ça, je trouve c'est un peu trop gros aussi. Et d'ailleurs, la commission de discipline a agi par rapport à l'affaire
Salah, 50 000 € d'amende pour le club, la tribune basse de la Populaire Sud fermée pour un match, et il y aura un deuxième match de suspension pour la tribune basse de la Populaire Sud après les fumigènes du match. C'était contre, rappelez-moi, Lille. Voilà, les fumigènes du match contre... Mais d'ailleurs, je pense qu'ils se sont servis un peu de l'usage d'engins pyrotechniques pour faire passer cette sanction. Parce que c'est une première, en fait, un huis clos. C'est deux sanctions différentes. Hein. Voilà. C'est deux sanctions différentes. Mais sur la première, c'est en raison aussi de chant. Ouais. Mais c'est une première. Parce qu'en principe, j'ai jamais vu une tribune fermée pour un chant. Mais il y a eu des tribunes fermées pour des banderoles, par exemple, aussi. Enfin bon, bref, on va pas refaire le débat autour de cette affaire-là. L'Europa League Conférence, donc, c'est ce que jouera l'OGC Nice. En tous les cas, le tour de barrage de cette Europa League Conférence. Vincent, éclaire-nous un petit peu sur cette compétition toute neuve. On a vu la Roma l'emporter face à Feyenoord mercredi soir. Ouais, sur le papier, ça fait pas rêver, mais on voit bien que plus on se rapproche de la finale, plus il y a de l'attente et de l'émotion. On a vu Marseille jouer une demi-finale contre Feyenoord avec énormément d'attente et un stade infusion. On voit que José Mourinho a remporté la 3e Coupe d'Europe cette semaine. Voilà, il les a toutes remportées avec énormément d'émotion. Donc c'est vrai que sur le papier, la C4, comme on la surnomme, elle ne fait pas rêver, mais à l'échelle française, j'ai pas le sentiment qu'on peut cracher sur une Coupe d'Europe parce que on n'en gagne jamais. Et alors ça serait bien que Nice fasse un magnifique parcours la saison prochaine. Par contre, il faut passer le barrage. Ouais, alors c'est quand ça, le barrage ? Le 18 et 25 août. On ne sait toujours pas si Nice sera tête de série, mais il y a des bonnes équipes dans cette compétition. Il y a West Ham, la Villarreal, la Fiorentina. Il y a une voie principale, Cologne. Des champions. C'est compliqué. Ça, il faudra acheter le je journal. pense que Nice ne sera pas tête de série, parce que si je ne me trompe pas, actuellement, c'est le plus mauvais coefficient de... Oui, mais en C4, il n'y a pas beaucoup de grosses équipes, en fait. Donc il y a peut-être une chance que Nice, pour le barrage, le soit. Mais tu peux tomber contre qui, clairement, là, sur ce match-là ? Justement, tant qu'on ne sait pas si Nice est tête de série ou pas, je ne peux pas dire. Mais par contre, voilà, Cologne, il y a les deux clubs de Prague, il y a un club écossais, Motherwell, il y a PAOK Salonique, le Panathinaikos, donc il y a plein de bonnes équipes, et il y a également toutes celles qui seront reversées de la Ligue Europa. Donc, ça fait du monde. Ouais, ça fait du monde et c'est une compétition sur laquelle il ne faut absolument pas cracher. C'est une belle compétition. C'est ce que j'allais te poser comme question, Philippe. Tu as connu Nice sans Coupe d'Europe, Nice qui joue le maintien. On ne va pas cracher sur cette C4. C'est sûr, c'est sûr. Ça ne fait pas non plus rêver. Hein. Rouler en C4, ça ne fait pas rêver. Mais c'est mieux que rien, quoi. Ouais. Mais c'est une bonne question, ça, mieux que rien. Vraiment, oui, mieux que rien, parce qu'on sait que ça va prendre de l'énergie sur ce début de saison aussi de l'OGC Nice. Ouais, mais le club, depuis le début de saison, il a annoncé ses objectifs, c'est d'être européen. Donc ne pas avoir eu la moindre Coupe d'Europe, ça aurait été clairement un gros échec. Donc oui, c'est clairement mieux que rien. C'est pas le plus beau des lots qu'il y avait en jeu, mais c'est pas du tout à négliger. Il ne faut pas cracher dessus. On voit Rennes, qui a fait un bon parcours dans cette compétition, éliminé par Leicester. Sympa, le stade était plein, énormément d'attentes, et encore une fois, même Marseille, c'était... Avant, tous les tours d'avant, c'était quand même... Bien sûr, mais là, la Ligue Europa, quand Nice l'a joué, on n'a jamais assisté à des matchs dans une alliance pleine. La meilleure des places aurait été la 4e place, peut-être, pour l'OGC Nice, parce que quand ou la 2e, parce que quand on voit la 3e place aussi, pour Monaco, ça va être très compliqué avec le tour préliminaire, le 3e tour et le tour préliminaire. Voilà, 4e, bon, c'était parfait, quoi. T'allais direct en phase de groupe et c'était réglé. Entre la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, oui, mais il faut passer le tour. C'est ça le problème. Oui, oui. Et c'est pas gagné. Non, on se rappelle de Limassol en 2013. Ouais, clairement. Mais bon, vu les ambitions annoncées par Christophe Galtier pour cet été, apparemment, il va avoir du lourd d'entrée, donc on verra. Pas de souci pour le barrage. Christophe Galtier, est-ce qu'il sera toujours l'entraîneur de l'OGC Nice ? Ça, on en parlera tout à l'heure. Et justement, il est temps, messieurs, d'ouvrir la page révolution à l'OGC Nice, puisque cette fin de saison est assez agitée dans les coulisses. Vincent, quelles sont les dernières informations ? On est toujours en attente, là, à l'heure où l'on enregistre cette émission, du communiqué d'Ineos. Ouais, bon, après, avec Ineos, on n'est pas surpris, parce qu'ils ont toujours cette capacité à communiquer de manière un petit peu... improbable, hein. Je me rappelle qu'ils avaient annoncé la venue de Galtier en plein match de l'Euro France-Suisse. Là, ils ont communiqué à une semaine de la finale de Coupe de France que le club était... que Ineos voulait racheter Chelsea. Avec un communiqué pour le club à 23h30. Voilà. Donc avec eux, au niveau de la com, mais je pense qu'ils sont...
Voilà, c'est pas forcément le sujet qu'il maîtrise. C'est un peu déconnecté de la réalité. Ouais, je pense que d'un du club de terrain foot, quoi, et du terrain. des attentes des supporters, parce qu'en fait, nous, notre rôle, c'est juste d'essayer de faire en sorte que les gens soient le mieux informés. Et Ce d'ailleurs, qu'on peut dire... précisons que la com d'Ineos, c'est la com d'Ineos, et d'un côté, il y a la com de l'OGC Nice qui est... D'ailleurs, au club aussi, tout le monde est pendu à la décision d'Ineos. Parce que ce qu'on peut dire, c'est que depuis Reims, au club, c'est le bateau fantôme, en fait. Parce que personne ne sait ce qui se passe. Julien Fournier a pris un peu de recul. Il y a l'audit qui est toujours en cours. Donc voilà, on attend. Surtout que dans la com, Ineos a pris la main depuis l'été dernier, où c'est Ineos qui a annoncé Christophe Galtier et non pas l'OGC Nice. Donc aujourd'hui, c'est vrai clairement Ineos qui a la main sur la communication importante à l'OGC Nice. Donc même au club, ils attendent en fait que Ineos donne la directive. Ce flou, on le connaît par cœur autour de l'OGC Nice. Ouais, mais franchement, là, je m'attendais pas à ça. Hein. Je pensais que le club était à l'abri de ce genre de choses. Piquer une crise alors qu'on est européen, entre guillemets, qu'on a été en finale de la Coupe. Je trouve que bon, on aurait pu s'épargner de ça, mais bon, voilà. Alors, il y a une des informations qui circule en tous les cas, et vous l'avez écrit, messieurs, dans Nice Matin, c'est le départ quasi acté de Julien Fournier, a priori. Tu dis, Vincent, qui prend du recul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il serait toujours au club dans un autre rôle, ou ses jours sont vraiment comptés au poste au sein de l'OGC Nice? On attend la décision finale, mais la tendance, c'est clairement à ce que Julien Fournier ne soit plus le directeur du football Ineos dans les prochains jours. Lui, pour l'instant, malgré nos sollicitations, il se refuse de commenter quoi que ce soit. Et il a pris beaucoup de distance là-dessus. Même en fin de saison, il ne souhaitait pas contribuer à ce flou, parce qu'en plus, il y avait des perspectives sur le plan sportif très importantes pour le club. Là, depuis le match à Reims, la tendance, c'est que Julien Fournier ne soit plus le directeur football Ineos, mais le chantier maintenant il est colossal pour les dirigeants britanniques, parce qu'il faut trouver le remplaçant de Julien Fournier, qui n'a certes pas tout bien fait, il y a des recrutements, on peut penser à Bambou, Dolberg avec le recul, c'est pas une réussite, Claude Maurice également, et Calvin Sting également, parce qu'il n'entre pas dans le 4-4-2 de Christophe Galtier, qui, il faut le rappeler, le voulait à la place d'un autre joueur qui lui certainement correspondait plus à son schéma. Donc voilà, je pense que aussi les dirigeants britanniques se rendent compte que remplacer Fournier, même s'il n'a pas tout bien fait, c'est un vrai chantier. Oui, parce qu'il a une grosse empreinte auprès du club, au sein du club, pardon. Will, c'est l'homme fort de l'OGC Nice depuis 10 ans, quasiment, Julien Fournier. Il y a un binôme fort depuis 10 ans, c'est Jean-Pierre River et Julien Fournier. Ces deux hommes ont pris... Peut-être un peu moins pour Jean-Pierre River ces derniers temps. Ouais. Ces derniers temps. Oui, ces derniers temps, ouais. oui, parce que après, moi, j'oublie pas que quand ils arrivent, vraiment, ce qu'était le club, quoi. Franchement, on revoit le rail, on revoit les centres d'entraînement. Voilà. Donc on critique beaucoup Julien Fournier, mais ce qu'il a fait au club, quand même, voilà, il a fait de très bonnes choses, il en a fait des moins bonnes, certaines ont été citées par Vincent, mais je trouve ce qui est vraiment dommageable, c'est que ça se finisse aujourd'hui comme ça. Si vraiment on met fin comme ça à l'aventure de Julien Fournier à l'OGC Nice, je trouve ça quand même assez dur pour le personnage, pour ce qu'il a fait pour le club. Je pense pas que ça méritait une fin comme ça. Mais ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est est-ce qu'aujourd'hui, Julien Fournier, il a encore envie de travailler avec Christophe Galtier, qui lui a un petit peu scié à la branche ces dernières semaines? Parce que quand tu as l'intention de travailler avec Luis Campos, c'est aussi une façon de dire à Fournier, écoute, franchement, j'ai pas trop envie de travailler avec toi. Ce que Galtier, évidemment, ne dira jamais. C'est le jeu, c'est le foot, c'est malheureusement... il y a 10 ans, on se rappelle que Éric Roy avait été sorti par Julien Fournier et Jean-Pierre River, alors que c'est un peu Éric Roy qui avait contribué à leur venue. Mais en fait, c'est le foot, et malheureusement, par moments, tous les coups sont permis. Mais... Pitoyable. Ouais, mais on lui reproche peut-être un manque de chaleur, tout ça. Et voilà, c'est un faux procès pour toi quand on est directeur du football, il faut être... Tout à l'heure, j'ai écouté William, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et c'est un faux procès. Mais de toute façon, moi, quand je vois, on me parle, on me relaie ça parce que je suis pas trop sur les réseaux. Je suis un homme du passé. Donc, mais quand je vois que des gens cachés derrière des pseudos ridicules le bombardent, ils savent pas ce que c'est que gérer un club de football, quoi. Dehors, machin, ici et là, ça me rend dingue, quoi, parce que
Voilà, il y a eu du boulot a pas abattu, tout ouais. fait, il a pas tout bien fait. Mais comme tout le monde, peut-être. Voilà, mais Et puis pour son investissement, alors qu'il n'est pas du coin, tout ça, c'est parler d'un mec qui a vraiment fait en sorte que ce club grandisse. Et lui, justement, sur cette fin de saison, s'il n'est pas sorti encore du bois, c'est parce que le club avait des vraies échéances sportives et il ne voulait pas contribuer un petit peu à cette nouvelle salade niçoise, en fait. Et pour son côté froid, c'est quelque chose, il le dit lui-même, c'est pour garder toujours la tête froide, prendre des décisions sans émotion. Sans émotion, tout ça. Et je trouve que là, pour la première fois avec Christophe Galtier, où ils avaient une certaine relation, ils se connaissaient, il a fait l'erreur, de dire à la conférence de presse de Christophe Galtier que pour la première fois, le l'OGC Nice avait un entraîneur plus grand que le club. Bien sûr. Et d'avoir un entraîneur plus grand que le club, voilà où ça l'a amené aujourd'hui. Un boomerang. Oui, c'est ça, parce qu'on va aborder effectivement la saison de Christophe Galtier à l'OGC Nice, les bons, les mauvais côtés peut-être. Déjà, soyons clairs, est-ce qu'il sera toujours l'entraîneur de l'OGC Nice la saison prochaine? Christophe Galtier parle, on le sait, le Paris Saint-Germain s'intéresse à lui. Il lui reste 2 ans de contrat. Après, si demain Paris arrive, ce qu'on peut garantir, c'est que Galtier ira au PSG. Il n'y a pas d'hésitation. Pas d'hésitation. Après, il y a des choses qui se refusent pas. Hein, exactement. plus, non, mais ça. aussi... Et puis, est-ce que ça arrangerait pas peut-être certaines personnes au club? On peut aussi se poser la question. Parce que Galtier, certes, il fait on l'a dit tout à l'heure, une bonne première saison. Mais comme on l'a dit tout à l'heure sur Julien Fournier, il n'a pas tout bien fait. Et lui, à son passif, il y a quand même, voilà, on ne va pas se répéter, mais il y a cette finale de Coupe de France horrible. Il y a aussi plein de joueurs qui n'ont pas forcément progressé. On peut même dire que Gouiri, sur la deuxième partie de saison, il a presque régressé. Mais au contraire, Kefren Thuram, lui, a progressé, par exemple. Absolument. On en reparlera tout à l'heure. Mais il y a aussi également... On ne s'est pas toujours régalé. Voilà. Et il y a aussi... C'est ça, le débat, c'est le jeu, la grande messieurs. question du jeu niçois. Ça fait 10 ans que River Fournier avait mis en place une certaine ADN, que ce soit avec Puel, avec Favre, avec Vieira, ça n'avait pas marché, mais c'était quand même cette idée de jeu. Mais on le savait. Christophe Galtier n'a jamais fait bien jouer ses équipes. Après, à Lille, c'était pas si mal quand même. Non, mais c'était pas un jeu léché, c'était de la transition rapide, ce qu'il a voulu faire, ce qu'il fait aussi avec l'OGC Nice. Il n'y avait pas que ça. Avec des Ikoné Bamba qui allait à 2000, Yilmaz qui marquait but sur but, avec David qui tournait bien autour, tout ça. Il y avait plein de choses qui s'en manchaient bien. Une paire André au milieu aussi qui était. Voilà. Donc. Mais vraiment, le jeu à la Favre, où on l'a jamais vu chez Christophe Galtier, donc c'est pas une surprise. Et d'ailleurs, ceux qui n'étaient pas forcément partisans de la venue de Christophe Galtier à l'OGC Nice revendiquaient déjà cet argument-là. C'est pas un entraîneur qui va bien nous faire jouer. Pas bien nous faire jouer, et surtout, c'est pas l'entraîneur qui continue de faire jouer les jeunes. Lui, c'est pas trop son principe. Alors qu'à l'OGC Nice, on voulait soi-disant rejoindre un peu le modèle lyonnais dans la formation et Galtier, c'est pas du tout son truc. Mais en fait, ça n'a pas matché. C'est un entraîneur attention, lui, qui a besoin là, vous êtes en train de me dire que ce que fait Christophe Galtier, c'est pas bon, et il a encore 2 ans de contrat. Donc, mais c'est pour ça que le projet, en fait, il a un tournant. Ça fait 3 ans qu'Ineos est là. Et le projet, aujourd'hui, si tu gardes Christophe Galtier, il faut que ce soit celui de Christophe Galtier. C'est-à-dire que lui, il va pas changer son 4-4-2. Mais par contre, comme on l'a dit la semaine dernière, il lui faut des joueurs qui entrent dans son 4-4-2, des joueurs matures. Arrêtez avec les jeunes, parce qu'on l'a vu avec Brahimi, ça revient forcément dans la tête des dirigeants. Et il s'est quand même appuyé sur ce recrutement pour dire qu'il n'avait pas les armes pour rivaliser avec Marseille, qui a pris Bakambu et Kolasinac. On a vu... Franchement, le résultat, c'est Bakambu te marque le but vainqueur contre Nice. Oui. Voilà. Mais Bilal Brahimi, il te fait la passe décisive sur le but qui te met en... Il y avait 2-0, Bakambu. Il y avait 1-0 déjà, je crois, à Marseille. Ça fait 2-0, 2-0, voilà. et ça finit à 2-1. C'est pas le but de la victoire. Non, c'est pas le but de la victoire, mais bon. Non, mais en gros, pour résumer, Galtier, il lui faut... si ça devient l'homme fort de l'OGC Nice, il faut recruter pour Galtier et plus pour l'OGC Nice. Mais c'est pas le même projet. Alors, on va évoquer peut-être des noms maintenant pour remplacer peut-être Julien Fournier. Tu as sorti un nom, je crois, Vincent, cette semaine, l'ancien directeur sportif de Liverpool. Ouais, Michael Edwards, c'est un gars il est britannique, il plaît énormément à Ineos, il coche plein de cases, c'est un profil moderne, très branché sur la data, avec une équipe de scouts, c'est forcément un profil qui plaît. Mais il y a plusieurs clubs qui sont dessus. Il a fait de magnifiques choses à Liverpool, mais si demain on prend ce virage-là au club, c'est une vraie révolution, parce que ça fait des années que Julien Fournier avait mis en place une cellule de recrutement avec ses hommes. On peut penser à Serge Recordier, à Jean-Philippe Mathieu, à Eric Cublier. Il y avait également Frédéric Brando. Si Julien Fournier perd la main et quitte le club,
il faut s'attendre, je pense, à beaucoup de dégâts. Ça serait le départ des Niçois, Philippe. On pourrait le regretter peut-être que Nice perde un petit peu son identité niçoise si un directeur sportif anglais arrivait avec ses hommes, comme on l'a vu par exemple à Monaco, Paul Mitchell qui est arrivé avec ses hommes également. Oui, après, moi je suis toujours partisan qu'il y ait quand même une trace du passé, qu'il y ait des hommes qui ont connu le club, qui ont mouillé le maillot, qui ont... Donc ça me chiffonnerait un petit peu qu'il faille parler uniquement anglais en allant au centre de l'OGC. Il faudrait que tu partes en stage cet été à Londres. Sinon ça va être difficile. Tous, on améliorera notre anglais. Mais oui, est-ce qu'à un moment donné aussi, pour passer un cap, on a besoin aussi de ce genre de directeur sportif qui costaud, quoi. C'est pas ou l'un ou l'autre, selon moi. Tu as le droit d'avoir des compétences. Et l'OGC Nice a de la compétence aujourd'hui avec ce qu'il y a. Les erreurs, tout le monde en fait, mais il y a de la compétence. Un apport extérieur qui peut apporter encore plus de compétences, volontiers, mais c'est pas pour autant qu'il faut éliminer complètement la caution au OGC Nice, parce que si Philippe est un peu chagriné, moi ça me chagrine énormément, parce que je pense que vraiment avoir des personnes... Rien fait, attention. Non, mais c'est la tendance que ça prend en fait, c'est le chemin qui est en train d'être suivi, et je pense que des gens qui connaissent le club, qui connaissent l'environnement, le fonctionnement, la fibre niçoise, c'est très important. J'ai un exemple qui me vient tout de suite en tête. Le Milan AC, 11 ans après, il redevient champion avec Paolo Maldini en directeur sportif. C'est tout sauf un hasard. Quand il y a quelqu'un qui arrive dans un club comme ça, qui connaît tous les rouages, les éléments, ça amène quelque part une compétence encore supérieure à la simple compétence. D'ailleurs, le Milan... Faut faire revenir Eric Roy, alors, à ce moment-là, non, messieurs, comme directeur sportif. Et d'ailleurs, à Milan, il y a un directeur du recrutement qui est français, qui est passé par Monaco et qui fait de très belles choses. Et il y a un supporter qui est là. Qui est champion. Donc ça, c'est pour Julien Fournier. Des noms, peut-être, qui circulent autour du remplacement possible, probable, je ne sais pas comment le dire, d'ailleurs, aujourd'hui, parce qu'on n'a vraiment aucune information par rapport à ça. Mais si Christophe Galtier venait à partir... Là, c'est nous qui faisons la révolution. Oui, on essaie d'imaginer des choses, évidemment. C'est notre rôle aussi. C'est de la pure spéculation, comme diraient nos détracteurs. Un petit peu, parce qu'on n'a pas... finalement, on n'a pas les informations primordiales. Mais tu as avancé peut-être le nom du retour de Lucien Favre ? Non, mais en fait, Lucien Favre, il est proche de s'engager avec le Borussia Mönchengladbach, mais il a toujours gardé une immense tendresse vis-à-vis du club, de l'OGC Nice. Et si demain, dans un moment de glissement, Galtier quitte le club, mais il faut que ça aille vite, parce que Lucien Favre, il ne va pas attendre non plus des semaines. Et ça me fait penser un peu à la période Puel. Il y avait Puel, Favre, et jusqu'au bout, c'était Puel un jour, Favre le lendemain, et au final... c'est Lucien Favre qui a récupéré le poste. Donc c'est un peu un jeu de chaises musicales, comme toujours à cette période-là. Et évidemment que Lucien Favre a des partisans au sein du club. Parce qu'il a laissé une superbe trace, Lucien Favre, au OGC Nice. Il a laissé une superbe trace. La deuxième année est un peu moins réussie que la première, mais il avait perdu Belanda, il avait perdu... Et puis surtout, il adore, il est tombé amoureux de la région, sa femme également. Il a adoré travailler ici. Les supporters l'adorent. Les supporters l'adorent, et puis lui, vraiment, il y a ce détail, c'est que même... avant de partir à Dortmund, à quelques jours de partir à Dortmund, il regrettait presque encore son choix. Il était presque à deux doigts finalement de dire je reste à Nice, je vais pas à Dortmund. Donc imaginons, il a failli ne pas aller dans un grand club comme le Borussia je vais pas dire amour, mais vraiment avec ce club il se passe quelque chose. Sa femme, sa famille, il a un vrai lien aujourd'hui avec l'OGC Nice, et donc clairement oui, s'il y a une petite porte qui s'ouvre avant la fin de semaine prochaine, je pense que... Et puis surtout à son âge, il a je crois presque 62 ans où il les a. Entre retourner dans la Roure et revenir sur la Côte d'Azur. Le problème, Philippe, c'est que là, on est en train de parler de la succession d'un coach qui n'est pas parti au final et qui est loin d'être parti. Est-ce que ça ne peut pas créer une cassure dans le cœur des supporters, dans les gens qui suivent le club ? On se dit, ah ben ouais, Christophe Galtier, il n'a peut-être pas envie de rester à l'OGC Nice, ou évidemment, si le Paris Saint-Germain l'appelle, il faut qu'il y aille. Et du coup, derrière, s'il reste... Comment réenclencher la machine ? Non, mais c'est sûr, c'est pour ça que je pense que Ineos doit quand même communiquer assez rapidement. Parce que plus ils vont laisser traîner les choses, plus il va y avoir du doute, et puis voilà... Un désamour qui peut s'installer, on l'a vu déjà avec les supporters. On a fait un papier cette semaine sur Walter Benitez, qui est en fin de contrat. Donc notre rôle, nous, c'est d'essayer d'appeler des gens, des interlocuteurs au club. Personne. Personne. Donc ce n'est que nous, simples journalistes.
Donc imaginez agents, de Walter Benitez qui aujourd'hui attend peut-être une proposition de prolongation de contrat. Et il n'y a pas que le cas Benitez, hein, c'est du troisième gardien à l'attaquant numéro 1. Mais après, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un statu quo, c'est-à-dire qu'on reparte, que Ineos dise bon ben on va essayer de rassembler les gens parce que bon ils peuvent Julien Fournier et Christophe Galtier peuvent encore se parler, je pense. Enfin j'espère. Moi à mes yeux. Et est-ce qu'il peut pas y avoir un statu quo et repartir avec moi j'ai pas d'infos. Non mais c'est une bonne réflexion. Tu peux toujours penser que les gens peuvent se rabibocher. Moi je pense que c'est impossible. Moi aussi. Bon. Vu la direction que ça prend, vu comment, depuis les sorties médiatiques de Christophe Galtier, de son entourage, on voit que Dave Brailsford est venu et plus souvent directeur ici. de la performance. Hein, voilà. On va avoir l'air malin mais il rencontre Christophe Galtier. Il rencontre pas Julien Fournier. Quand ils vont tous rester là. Ouais, on a dit c'est impossible. Ah, mais la rupture est consommée, a priori pour vous, ça sera ou l'un ou l'autre, quoi. Ou Christophe Galtier ou Julien Fournier. Qui restera la saison prochaine à l'OGC Nice. Bon, et pour l'instant, la tendance, c'est Christophe Galtier qui reste. Qui restera. Il y a un homme dont on n'a pas encore beaucoup parlé, messieurs, c'est Jean-Pierre River, qui, lui, a priori, n'est pas menacé. On le disait un peu entre nous comme ça pour rigoler, mais c'est un peu le retour du Jedi, Jean-Pierre River. C'est vrai qu'il sort peut-être, il va ressortir un peu renforcé de cet épisode. Après, renforcer, c'est un grand mot, parce que, à mon avis... il est un peu en retrait ces derniers temps. Tout à fait, mais renforcer, franchement, j'aimerais pas être à sa place les prochaines semaines, parce que c'est pas évident. Et puis, Julien Fournier faisait quand même un travail colossal. Alors, on va pas refaire le listing des transferts ratés, mais il gérait quand même énormément de choses. Je pense que le téléphone de Jean-Pierre River, ça fait 3 ans qu'il sonnait beaucoup moins. Là, depuis 3-4 jours, là, à mon avis, c'est reparti pour que ce soit un peu la folie. Et il va falloir gérer les agents, il va falloir gérer le recrutement, il va falloir gérer Christophe Galtier également, il va falloir gérer Ineos. Mais je lui fais confiance, moi, pour gérer tout ça. Parce qu'on parlait des Niçois, il est Niçois, hein, Jean-Pierre River. Enfin, il est né dans le Gers. Voilà, il est né dans le Gers, mais heureusement qu'il est encore là, quoi. Ouais. Parce que j'imagine, imaginons qu'on parle là maintenant du départ de Fournier et de River. Ah là, ça serait franchement, là, Armageddon, quoi. Donc c'est bien qu'il soit là et qu'il remonte à la surface, quoi. Parce que le président, il sait faire, Will, malgré tout. C'est un bon communicant, il sait faire. Il sait faire, il a montré depuis tout ce temps. Aujourd'hui, le GC Nice est présent dans les instances, a une réelle... est écouté. A une réelle voix, voilà. Alors pas par les arbitres, mais bon. Ça non, ça c'est autre chose. Donc, et Jean-Pierre River est en grande part... C'est le grand mais surtout, artisan de ça. Il sait faire, il a un côté très classe. Même dans les négociations avec les joueurs, River, c'est l'élégance, c'est l'écoute, il sait très bien vous amener un petit peu où il veut. Nous, on le voit dans sa façon de communiquer, il est très facile. Donc, moi, demain, je suis joueur. Si River, il m'amène quelque part, peut-être au resto, très élégant, voilà, il sait faire. Et je pense que l'une des erreurs de Julien Fournier ces derniers mois, ces dernières années, c'est de s'être peut-être un petit peu écarté de Jean-Pierre River. Il y avait également Bob Radcliffe. Donc à 3, de toute façon, c'est jamais bon. C'est toujours 2 contre 1. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont plus écouté la petite touche instinctive de Jean-Pierre River. Parce qu'il a toujours eu cette petite touche. Ben Arfa, Balotelli, Ineos. Il envoie un mail à Ineos en voyant un article. Mais il a cette folie qui peut faire avancer mais ça touche. Ça touche pas. Parce que voilà, c'est un entrepreneur, Jean-Pierre River. C'est un homme d'affaires brillant. Cette semaine-là, nous, on disait qu'il était un petit peu tendu et tout. Moi, je le trouve complètement excité. Il sait gérer. Ah, il est là. Il est persuadé que c'est pas si mal ce qui est en train de passer au sein du club. Il a toujours eu un peu un coup d'avance, et Philippe s'en rappelle quand c'est lui qui avait fait ses premiers papiers en 2010-2011. Et au final, River, tout ce qu'il a dit, il a réussi à le mettre en place. Et je pense que les intuitions de River, c'est un truc très personnel, et Julien Fournier aurait dû peut-être s'appuyer davantage sur la folie de River. Et est-ce que Julien n'a pas eu trop de pouvoir à un moment donné Le pouvoir qu'on lui a donné, peut-être c'est surtout que ça s'est inversé, en fait. C'est que pendant des années, les premières années du mandat de River, quand Jean-Pierre River était propriétaire du club et le président, c'était Jean-Pierre River le 1. Sur le devant de la scène. Depuis le rachat du club par Ineos, Fournier-River, on ne sait pas lequel est le numéro 1. Là, les choses vont être a priori éclaircies, en tous les cas.
C'est le retour, comme tu dis, du Jedi. Le retour de Jean-Pierre River au premier plan. Bob Ratif. Ah oui, Bob, dans tout ça. Et Bob, il est sur la voie de garage, très vraisemblablement. Le frère de Jim Ratcliffe, on le rappelle, qui était là en charge de chapeauter un petit peu tout le projet sportif d'Ineos dans le football, c'est ça? Ouais, Lausanne compris. Lausanne compris. Et donc c'est un peu tout ça qui fait que... Et c'est lui qu'on avait vu quand trop de casseroles. Exactement, en avril, première fois. Quand ils ont pris le... Bon. Voilà ce qu'on peut dire donc sur les dirigeants et sur ce qui se trame en coulisses autour de Christophe Galtier également. On va faire un peu le bilan au niveau joueur. Maintenant, messieurs, je pense qu'on n'aura pas trop de soucis à se dire que l'aiglon de la saison, c'est Andy Delors, non, Will? Il n'y a même pas photo. Il finit avec 18 buts, un record personnel. Encore un joueur qui réalise sa meilleure saison. 31 ans. Sous le maillot de l'OGC Nice surtout, après Ben Arfa, Balotelli, encore un. Non, mais puis au-delà des buts, c'est le comportement, l'état d'esprit. Quand on a un peu regretté l'apathie de l'équipe sur ces 2 derniers mois, lui, il a toujours été irréprochable. Alors, c'est pas le plus brillant techniquement, c'est pas la classe, mais par contre, c'est une abnégation, un courage et une volonté admirable. Et puis il a renversé des matchs, quoi. Encore à Reims, c'est lui qui renverse ce scénario, un triplé magnifique. Il surprend tout encore, quoi. Et c'est à mettre au crédit de Galtier, même dans cette guerre. Forcément, quand il fait le bilan, c'est Galtier qui pousse pour Delors en fin de mercato. Et donc, alors que Julien Fournier venait plutôt de Myron Boadou. C'est toujours pareil. Là, il y a 2 courants. Le courant Galtier, c'est de prendre du solide. Du trentenaire qui a l'habitude de la Ligue 1. Parce qu'on a vu ce qu'a fait Boadou à Monaco, c'était pas terrible. Ouais, après, c'est l'histoire d'une saison, évidemment, mais même si c'est Delors, on l'a reçu, c'est un mec super, quoi. On se régale. C'est un mec normal, avec qui on a envie d'aller manger un pambagna, avec qui on a envie d'aller jouer aux boules. Non, mais c'est quelqu'un de normal. Il est arrivé là. C'est ça. Il nous ressemble un peu. C'est ce que j'allais te dire, Will. Il ressemble aux Niçois. C'est l'état d'esprit que l'on aime à Nice. En tant que c'est toi, déjà, c'est un mec du Sud. Il a ce côté méditerranéen. Puis il a cette joie de vivre, la musique, les boules, les soirées, le truc. Voilà, les potes, la vie, la famille, des valeurs qui nous parlent dans le Sud, quoi. Donc, il se marie parfaitement avec ce climat-là. Sa chanson lui va à merveille. En zone mixte, on se régale. Quand il vient nous voir, il y a toujours une petite phrase qui fait que... Même là, récemment, quand il a dit qu'il y avait le grand patron, il a dit j'ai envoyé 2-3 patates, 2-3 cacahuètes, il a bien aimé. Il est bon, quoi. Oui, et puis c'est un sans faute. C'est quelqu'un qui a été brisé par la finale de la Coupe. Il a été complètement anéanti. Je suis pas sûr que tous les joueurs l'aient vécu de la même façon. Et après, ce qu'il fait à Reims, c'est fabuleux, quoi. C'est un but de la tête, un but du pied gauche, un but du pied droit. Bon, vraiment top. D'ailleurs, on a vu sur le dernier but que c'est l'un des rares à se jeter dans les bras de son entraîneur. C'était une belle image, une image forte. C'est vrai. Si on parle de l'aiglon de la saison, il faut bien sûr parler du bid de la saison. Alors, on hésitait un petit peu cette semaine entre Calvin Stangs et Kasper Dolberg. J'ai choisi Kasper Dolberg. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Non, moi non, je suis pas d'accord. Toi, t'es pas d'accord. Toi non plus. Non, mais bien sûr qu'il est d'accord. Non, mais c'est vrai que tu l'as pas beaucoup encouragé. Non, déjà c'est pas mon rôle, mais. Non, mais sur ce plateau, t'as eu souvent la dent dure contre lui. Et c'est pas contre l'homme évidemment, mais c'est surtout par rapport à ce que ce garçon dégage. Dans le jeu, c'est bien sûr qu'il est élégant, qu'il est beau à voir jouer à de très rares moments, mais la finale de Coupe de France résume parfaitement le passage de Kasper Dolberg. Dès la poignée de main à Emmanuel Macron, d'ailleurs. Je pense que Palois, avant le match, Comboiré, il lui a dit, écoute, tu vas le mettre Nicolas, dans ta poche. Premier taquet, et tu ne le verras plus. Palois, il a fait un match... C'est Delors qui prend le premier taquet, d'ailleurs. Oui, mais Delors, lui, il craint rien, il s'en fout. Moi, j'en parlais avec certains anciens Niçois qui mettaient, qui allaient vraiment au charbon. Ils te disent, Dolberg, moi, première minute, je lui mets une emplâtre, c'est fini. Malheureusement, c'est ce qui s'est trop souvent passé. Toi, tu l'as un peu défendu cette saison, Kasper. Tu y as cru, en tout cas, en Kasper Dolberg. J'y crois encore. Je donne même rendez-vous à tous les supporters sur le France-Danemark, le prochain qui arrive. Parce que carrément. Non, mais Dolberg en équipe nationale, ça n'a rien à voir avec le Dolberg qu'on a à Nice.
Et je ne suis pas dans les dans arcanes. À sa décharge. Mais je pense qu'avec Il a eu Christophe des problèmes. Galtier, c'est pas. Parce que Christophe Galtier, c'est le premier entraîneur, faut le dire quand même. Bon, il a eu que Patrick Vieira avant, mais qui, quand même, médiatiquement, le caresse pas dans le sens du poil. Patrick Vieira, c'était beaucoup moins agressif. Et alors, il y a eu quand même des confs assez agressives. Donc il y a eu des mots. Est-ce que c'est la bonne méthode pour secouer Kasper Dolberg? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il a une Pourtant, il a méthode? fait confiance, il a fait jouer quoi. Ouais, Trop mais bien. est-ce que c'était trop le sur la mettre dans les deuxième partie meilleures de saison. conditions que Ah oui, bah, de l'associer à Andy Delors? Je sais pas, mais Je t'avais suis pas envie de gagner certain, quand même. parce donc, que je répète encore une fois, la paire Dolberg-Guiri n'avait jamais perdu. Mais on l'a plus vu cette année. Ça a été Dolberg-Delors, et ça encore en finale de la Coupe de France, et encore on Ouais, a mais vu. quand Delors, tu pouvais pas ne pas le mettre. Non, je dis que tu pouvais plus ne pas le mettre, c'est vrai. Mais voilà, est-ce qu'on l'a mis dans les meilleures conditions? Mais donc c'est pour ça que je reste persuadé que Kasper Dolberg fera encore une belle carrière. Sûrement loin pas. de Bah, l'OGC non, Nice. mais Sûrement pas sous les couleurs de J'espère Non, que loin les de autres l'OGC clubs Nice, ouais. regardent ce que dit William. Ouais. Pour pouvoir payer un transfert, c'est ça que tu dis? Bah, et tu l'as payé 20 millions. Aujourd'hui. Tu veux que ça reparte à 15 au moins? Bah, après, à 10 ou 15, c'est pas forcément une mauvaise affaire, parce que tu te dis toujours que pourquoi pas. Mais tu perds 10 millions quand même dans l'affaire. Dolberg il t'a déçu, Philippe? Oui. Ouais. Parce que c'était un peu la tête de gondole de ce projet. Oui, Ineos, et puis c'est un mec qui a des qualités, qui a un jeu, voilà, on dit ouais, il est pas pareil au Danemark quand il joue en équipe nationale, mais bon, nous ce qu'on voit c'est que ça a été le néant quoi à la fin. Donc moi je pense que c'est plus lui le bid que Stengs qui vient d'arriver, qui est plus jeune, qui voilà, et on attendait beaucoup plus de lui. À la décharge de Kasper Dolberg, il a eu tous ses soucis de santé également, touché par le Covid, touché par le diabète. C'est pas facile non plus à gérer cette maladie-là, qui l'a certainement un petit peu touché aussi psychologiquement. Donc voilà, il y a aussi peut-être des circonstances atténuantes pour la saison de Kasper Dolberg. La révélation de la saison, messieurs, là aussi, je pense qu'on va être là pour le coup tout le monde d'accord. Khéphren Thuram, pour vous, vous êtes OK avec ça, Will? Ouais, clairement. La saison avait démarré avec un quasi-départ. Il était prêt d'aller en Allemagne. Et puis c'est Christophe Galtier qui avait insisté auprès de lui pour qu'il reste, pour qu'il prolonge. Et on voit que ça a été la meilleure décision, une des meilleures décisions de cet été. Il s'est imposé. Il n'est pas parti du tout comme titulaire. Il s'est imposé quand il a eu sa chance. Et puis comme il a toujours fait depuis qu'il est à l'OGC Nice, même quand il joue pas, il est sérieux, il est toujours à l'heure, il est toujours souriant, il est toujours bosseur. C'est un gamin qui n'a jamais fait de vagues. Vous pouvez parler de lui à n'importe quel joueur, personne du staff, dirigeant. Serré par son père, Lilian, il le serre énormément. Comme son frère Marcus aussi, bon, il a eu un petit problème cette saison en Allemagne. Mais voilà, il s'est fait reprendre derrière et il y a eu cet épisode à la finale aussi où Khéphren veut sortir. Ça c'est l'image de la finale quand même malgré tout, parce que Khéphren Thuram qui reste à la fin, qui est en pleurs, mais qui reste pour voir la remise de la médaille, parce que son père, Lilian Thuram, lui dit tu restes pour la remise de la coupe à des Nantais, parce qu'il faut que tu voies ce que ça fait, c'est fantastique. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs à Nice qui aient eu ce sentiment-là à ce moment-là. Ouais, c'est bien. C'est d'accord pour toi ou ça va le faire grandir? Non, je pense pas que ce gamin-là. C'est de l'éducation. Voilà, c'est de l'éducation. Après, moi, je suis pas sûr que si on m'avait forcé à. Ça dépend des traits de caractère. C'est beau. Moi, je trouve ça top. C'est comme si, sans parler d'un parent ou quoi, d'un capitaine te dit ça. Te dit non, tu restes et tu regardes. Et la prochaine fois que tu retournes en finale, tu te rappelleras de ce souvenir où tu as regardé les adversaires fêter et toi, tu pleurais. Donc, si tu veux plus revivre ça, mets-toi bien ces images dans le crâne. Ça, c'est une mentalité de gagnant, de champion que Lilian Thuram leur inculque. Après, je suis pas sûr que c'est grâce à ça qu'il va remporter des trophées. Ça, on peut pas le savoir. Mais il en remportera des trophées. Mais oui, après, c'est une question d'éducation, comme dit Philippe et William. Voilà. Après, je suis pas sûr que. Après, je comprends aussi Delors qui se sont enfermés dans le vestiaire. Donc c'est pour ça. Donc Delors, il avait envie de casser la gueule à tout le monde. Et c'est pas pour ça qu'il a pas envie de gagner la prochaine Coupe de France. Il a un avenir en bleu pour toi, Khéphren Thuram, s'il continue sur cette progression-là? Oui, moi je pense que oui. En équipe de France, il y a espoir. Oui, mais je l'avais déjà dit une fois, il a tout pour. Voilà, donc moi je pense qu'on va le revoir en bleu. Qu'on le revoit déjà sous les couleurs de l'OGC Nice, Vincent, parce qu'à mon avis, on va être attaqué sur ce joueur-là du côté de. Moi, je me suis un peu trompé sur Thuram, parce que je pensais qu'il y avait encore. Je trouve qu'il y a encore un peu des manques dans le domaine défensif, tout ça, mais ce qui dégage dans la percussion, là, on voit à Reims encore, là. Il fait une percée, je sais pas, de 70 mètres, il donne ce ballon à Gouiri. Puis,
il se développe, il prend de plus en plus de place, mais comme tu l'as dit, c'est forcément l'un des joueurs les plus sollicités de l'effectif niçois. Et il va encore falloir être très persuasif pour le garder, parce que tu ne joues que la C4. Et puis Khéphren Thuram, il peut très rapidement avoir de très gros clubs qui se positionnent sur lui. Et on voit que le Paris Saint-Germain cherche dans ce secteur. Alors, est-ce qu'aujourd'hui... Il n'a pas encore le niveau d'Aurélien Tchouaméni, par exemple, que Paris convoite. Non, mais au milieu, si tu prends Tchouaméni, Thuram avec Verratti, ça peut être pas mal. Ne pas en faire un titulaire indiscutable d'entrée, mais c'est un gamin qui va encore progresser. Donc là, le chantier du mercato... Est-ce qu'il reste encore un peu à Nice pour justement accentuer sa progression? Moi, maintenant, quand je vois les jeunes... la Coupe d'Europe... on disait ça de Eduardo Camavinga, hein, on voit ce que ça donne. Hein. Il n'a pas trop joué en début de saison. Aujourd'hui, il va jouer la finale de Ligue des Champions contre Liverpool. Ouais, après, Eduardo Camavinga, c'est peut-être encore... il est derrière les talent trois. Précoce, encore un peu plus affiché. Mais je pense que... Clairement, je pense que dans la proposition de dire voilà une vraie deuxième année à l'OGC Nice, cette fois en tant que titulaire, parce que cette année, son poste. Voilà, parce que cette année il n'était pas un titulaire de base. Faut arrêter de balader à gauche, tout ça. Voilà, mais Galtier a arrêté, il a enlevé les minas. Bien sûr, voilà. Donc une deuxième saison en tant que vraiment titulaire, avec une Coupe d'Europe en tant que titulaire et avec, je pense que c'est pour sa progression, il aura difficilement mieux, parce que s'il va au PSG, il va avoir des bouts de match. La progression ne sera pas la même, selon moi. Et je pense qu'aujourd'hui, il a besoin de régularité, de jouer. Et l'OGC Nice, pour ça, a le meilleur projet. On parlait un peu du mercato. Là, Vincent, il y a alors l'incertitude autour de Walter de Benitez. C'est quand même fantastique. Quasiment personne. Nous, on a été surpris de savoir que Walter Benitez était en fin de contrat. Ouais, il avait rien dit. Il a dit au micro de France Bleu Azur, dans les travées du stade de Reims. Donc là aussi, immense chantier, parce que se retrouver sans gardien au mois de mai, la reprise, ça arrive très vite. Hein. On ne sait toujours pas également ce que Nice va faire de Marcin Bulka. Teddy Boulendi, le numéro 3, également en fin de contrat. Donc en fait, le chantier est partout à Nice. Il y a 3 joueurs qui sont très convoités, on l'a dit, hein, Thuram. En défense centrale, Todibo. Vous imaginez bien que Todibo, plein de clubs européens ont suivi ses magnifiques performances. Il avait une relation privilégiée également avec Julien Fournier. Il faudra voir un petit peu lui comment il digère, si c'est Fournier ou Galtier. Et devant Amine Gouiri, 3e saison à Nice. Sa cote a un petit peu décliné, mais c'est un garçon qui plaît énormément. Donc en fait, les 3 joueurs sur lesquels Christophe Galtier aimerait éventuellement bâtir, même si Gouiri a une moindre mesure, ce sont les 3 les plus convoités. Et du côté des arrivées, est-ce qu'on peut parler d'arrivées déjà? Parce que là aussi, c'est compliqué pour l'instant, Will. Si on ne sait même plus qui c'est qui va faire le recrutement, c'est compliqué de pronostiquer. Enfin, on savait les pistes qui étaient suivies à l'époque de Julien Fournier. Aujourd'hui, on ne sait pas trop. Par exemple, on en avait parlé Sofiane Diop, par exemple, on en avait parlé. Ouais, TJ Savani, on en avait parlé aussi. C'est des possibilités toujours. Et voilà, il y a des joueurs de couloir comme celui de Feyenoord, de Finistera. Sofiane Diop, c'est vraiment un profil qui plaît à la cellule Fournier. Mais pas. Mais je sais pas. Pas au jeu Galtier. Parce qu'il veut des ailiers percutants. Avec Kovac, ça marchait plutôt pas mal, des fois dans un 4-4-2, mais je sais très bien que Sofiane Diop, c'est un garçon qui a été suivi il y a 2 ans, avant que Kovac le réhabilite. Il a failli s'engager avec l'OGC Nice. Bon, on va suivre tout ça, évidemment. Tu le prends, toi, Philippe, Sofiane Diop? Ouais, moi, il m'avait plu, Sofiane Diop. Une fois, joueur, j'en avais parlé avec Jean Petit, qui m'avait dit beaucoup de bien de lui. Et donc, oui, mais après, est-ce que ça ressemble pas un peu à Kluivert? Ouais. Tiens, Kluivert, reste pas, il négocie. Reste pas, mais même sur les départs, Galtier, il veut vraiment une grande lessive. Mais il va falloir la semaine dernière. Moins 10. Ouais. Donc il y a un gros chantier et c'est vrai que on attend avec impatience maintenant ce qui va se passer dans les coulisses du club. Bien sûr que dans Gym Tonic, nous vous raconterons tout ça. On vous racontera tout ça dans les prochaines émissions. On l'espère en tous les cas, parce que c'est vrai qu'on attend et puis pour l'instant on ne voit rien venir. On espère peut-être aussi avoir le président River pour faire le bilan de cette saison. Messieurs, merci beaucoup en tous les cas. On va être attentifs à vos prochains écrits dans le journal. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis cette saison, on espère revenir très bientôt. Merci à Sophie Doncé, Chloé Voirgard et Philippe Bertini à la réalisation de cette émission. Merci à toute la rédaction des sports de Nice Matin et à Damien Allemand. On se retrouve très vite. Bonne semaine à tous.